Chers amis, j'aimerais vous garder encore quelques temps sur cette chaîne pour vous présenter mes conceptions sur le décollement de la rétine. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que d'avoir initié ce concept d'ablation systématique de la limitante interne dans les édèmes et les trous maculaires est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie professionnelle. Mais moi, lorsque je fais le bilan de ma vie, j'ai la profonde conviction que c'est dans le décollement de la rétine que ma quête physiopathogénique et thérapeutique a été la plus affûtée. Hélas, ce n'est pas dans ce domaine que j'ai été le plus populaire à l'international, loin s'en faut. Je dois donc admettre que mes multiples tentatives d'enseignement de la sémiologie fine du décollement de la rétine, ainsi que mon plaidoyer pour une stratégie chirurgicale calquée sur cette sémiologie fine, a toujours été un fiasco. Pourquoi n'ai-je pas réussi à convaincre? Tout d'abord, parce que le sujet ne passionne plus. Il y a 30 ou 40 ans, la chirurgie du décollement de la rétine représentait la principale activité d'un rétinochirurgien et donc son principal intérêt, comme peut en témoigner le nombre considérable de publications scientifiques sur le sujet à cette époque. Aujourd'hui, depuis la montée en force de la chirurgie maculaire et le traitement de la DMLA, cette chirurgie toujours aussi chronophage et aussi peu rémunératrice ne représente qu'une partie limitée de l'activité du rétinochirurgien et n'est donc plus son centre d'intérêt. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas réussi à convaincre est liée à ce que cette stratégie basée sur une analyse très précise des relations entre la rétine et le vitré est difficile à comprendre pour ceux qui n'utilisent pas la coupe optique produite par la lampe à fente du biomicroscope ou du microscope opératoire et éloigne donc tous ceux qui travaillent en ophtalmoscopie indirecte, c'est-à-dire la grande majorité des opérateurs dans le monde. Si l'on ajoute que cette analyse sémiologique n'est pas si facile à acquérir et que l'utilisation du microscope dans les procédures externes est considérée par certains, même de nos jours, comme totalement superflue, on comprend pourquoi il y a eu, à l'international, ce rejet d'une stratégie exigeante sur le plan scientifique, technique et même moral. Car c'est tellement moins exigeant pour l'opérateur d'opter pour une stratégie systématique. Je ne parle pas bien sûr de l'indentation systématique que plus personne ne peut défendre aujourd'hui, tant sont nombreux les cas où elle n'est pas nécessaire. Je ne parle pas non plus de l'attitude systématique visant à augmenter à chaque échec le traumatisme chirurgical en réalisant successivement une indentation localisée, puis un cerclage, puis une vitrectomie gaz, puis une injection de silicone. Un échec n'est pas forcément plus grave qu'un décollement de première intention. Et même un troisième échec peut être dû, comme ici, à une toute petite déchirure antérieure en coup d'ongle à midi et demi, oubliée lors de la vitrectomie. Pas besoin de silicone. Une simple cryogaz va régler le problème. Je veux surtout parler de la vitrectomie systématique. C'est tellement chouette de faire une vitrectomie. Outre certains problèmes spécifiques qui ne peuvent pas être traités sans une vitrectomie préalable, elle permet de transformer un décollement par traction vitréenne en un décollement simple sans traction. Elle présente de plus tellement d'avantages. En préopératoire, il n'y a pas besoin de se péter les yeux à rechercher tous ces détails qui permettent de comprendre la pathogénie et l'évolutivité du décollement, puisque de toute façon, la stratégie est déjà fixée. Il n'y a pas non plus besoin de rechercher les plus petites déhiscences, puisqu'on les découvrira en cours de vitrectomie.
En péropératoire, pas besoin d'apprendre à faire un repérage des déchirures et à faire une indentation. Et d'ailleurs, la nouvelle génération d'internes sait-elle encore ce que c'est? Y a-t-il encore un enseignement des techniques d'indentation? Ces techniques qui nécessitent de maîtriser cette gymnastique qui permet de passer de la vue interne à la vue externe s'éloignent tellement des habitudes que l'on a prises avec le segment antérieur où tout est géré par l'intérieur de l'œil. Plus besoin de savoir faire un drainage externe ou une cryothérapie. On aspirera le liquide à travers la déchirure, on injectera du perfluorocarbone et on fera un laser et le tour est joué. Plus besoin d'apprendre à gérer les problèmes d'espace disponible, par exemple pour injecter du gaz. La vitrectomie donnera toute la place que l'on désire. En fait, la vitrectomie se faisant grâce à l'aide du microscope et permettant le plus souvent de se passer de procédures externes, le chirurgien presbyte n'aura plus de problème dans sa vision de près. En post-opératoire, enfin, avoir opté pour une vitrectomie systématique va, en cas d'échec, mettre l'opérateur à l'abri d'un sentiment de culpabilité difficile à vivre. Il n'aura plus l'impression d'avoir failli, puisqu'il aura obéi aux guidelines lui indiquant que tout décollement devra être traité par vitrectomie. On touche là un domaine psychologique difficile à quantifier. On a tous vécu ce sentiment de culpabilité au milieu d'une dissection de PVR qui se passe mal, où on prend la décision d'injecter du silicone, non pas pour l'intérêt du malade, mais pour se dédouaner de son échec. Il est tellement plus difficile de dire à un malade « J'ai opté pour une procédure qui n'a hélas pas permis d'éviter la perte de votre œil » et tellement plus facile de dire « J'ai effectué la procédure recommandée » qui n'a hélas pas permis d'éviter la perte de votre œil. C'est le message subliminal qui s'échappe de cette vidéo « What a Wonderful Job » que vous trouverez dans cette playlist. Donc, vous le voyez, beaucoup d'avantages à faire une vitrectomie systématique. Hélas, chacun sait que dans le cas du décollement de la rétine, une vitrectomie doit être très complète, surtout si on veut se passer d'une procédure externe. Elle va donc charrier avec elle, outre le risque de cataracte, un certain nombre de complications, comme des déchirures iatrogènes, dans 10% des cas, selon Klaus Lucke quand même, des incarcérations vitréorétiniennes, des endophthalmies, enfin tout un tas de complications qui, ajoutées les unes aux autres, font que, dans la majorité des décollements de première intention, l'usage systématique d'une vitrectomie ne permet pas d'obtenir de meilleurs résultats qu'une simple indentation. Le SPR Study, réunissant 46 chirurgiens de 5 pays et effectuant de façon systématique, tirée au sort, soit une indentation, soit une vitrectomie, a montré qu'il y a une absence de différence significative tant sur le plan du résultat anatomique final que sur le taux de récidive. Certes, l'analyse n'a porté que sur 681 patients, mais quand même, on aurait pu s'attendre à ce qu'une vitrectomie systématique soit plus efficace qu'une indentation systématique. En fait, le gros enseignement de cette belle étude est que le décollement de rétine rhegmatogène ne s'accommode pas d'une stratégie systématique. Pourquoi ? Parce que le décollement est une maladie complexe et multiple. Certains détails sémiologiques réclament une vitrectomie pour obtenir une guérison. Par contre,
Pour certains autres décollements, la seule façon d'engendrer un échec est justement de faire une vitrectomie. Il faut donc adapter sa stratégie à ces détails cliniques, mais pour prouver la supériorité d'une stratégie calquée sur les détails sémiologiques, il fallait organiser une étude multicentrique prenant en compte ces renseignements cliniques pour savoir s'ils exerçaient une influence sur le résultat final. Le problème est que pour pouvoir faire une étude thérapeutique comparative en fonction de détails cliniques, il fallait recueillir un nombre de cas infiniment plus grand que celui du SPR Study. C'est pourquoi j'ai organisé en 2011 le EVRS Retinal Detachment Study, la plus grosse étude statistique mondiale jamais faite sur le sujet. 7678 décollements rhegmatogènes, plus de 11 fois plus que dans le cas du SPR Study. Tous de première intention, de stade 0, A, B et C1, adressés par 180 chirurgiens de 48 pays. Ce nombre de cas, de pays, de médecins, travaillant en public ou en privé et utilisant des machines différentes, a permis de réduire les biais statistiques. L'inconvénient de cette étude est que l'on n'a pu étudier que 18 variables. Bon, c'est déjà pas mal, mais ce n'était pas suffisant. Certes, on a pu différencier les indentations radiaires des indentations segmentaires ou circulaires sur 360 degrés, mais on n'a pas pu analyser les résultats en fonction du matériel d'indentation utilisé ou de la technique de point employée. Certes, on avait 3 paramètres de réglage de la machine à vitrectomie, mais comment analyser la bonne réalisation d'un pelage de la hyaloïde? Même chose pour les rétinopexies au laser, confluentes ou non confluentes. En fait, chaque chirurgien ayant des petits trucs à lui différents du voisin, cette étude manque un peu d'homogénéité et est en fait le reflet à un temps T de ce qu'une technique standard va entraîner comme résultat en fonction de détails cliniques plus ou moins justement appréciés par chacun. Vous le verrez dans la présentation, beaucoup parmi ces 180 chirurgiens n'ont pas différencié un trou trophique d'une déchirure dont le clapet arraché crée l'apparence d'un trou. C'est pourquoi je vous présenterai aussi une deuxième statistique, qui est une statistique personnelle, portant sur 4770 décollements rhegmatogènes consécutifs de première intention, que j'ai opéré de 1983 à 1999. À noter que dans cette étude, j'avais intégré un stade supplémentaire, le stade 0, que j'avais créé en 1985 pour désigner les décollements dits rétinogènes marqués par l'absence de pigments intravitréens, et que les stades C1 à C4 correspondaient à une rétraction antérieure ou postérieure étalée sur une surface cumulative angulaire inférieure à 90, 180, 270 ou 360 degrés. Enfin, pour régler le problème des yeux où le silicone est injecté et jamais enlevé, j'ai considéré arbitrairement dans cette étude que l'injection de silicone était un échec. L'avantage par contre de cette étude est son homogénéité, car pendant toute cette période, je n'ai pas changé de philosophie, de stratégie, de technique de rétinopexie, de drainage, de tamponnement et d'indentation, et j'ai toujours utilisé des machines à contrôle du débit d'aspiration pour mes vitrectomies. Le deuxième avantage est qu'à cette époque, le nombre restreint de rétinochirurgiens en France me permettait de recevoir les décollements de 500 correspondants ophtalmologistes et donc d'avoir un taux de décollement de première intention tout à fait exceptionnel, donnant un reflet épidémiologique du décollement standard en France et donc me permettant de vous proposer une distribution épidémiologique du décollement qui doit être très proche de la vérité. L'inconvénient de cette étude, outre
son côté rétrospectif et l'énorme biais apporté par le fait que j'étais le seul opérateur de cette étude. Et pour vous permettre d'identifier immédiatement dans les chapitres suivants à quelle étude fait référence une diapositive, vous verrez dans l'angle supérieur droit deux logos bien différents. Je vous propose donc de faire un long parcours ensemble, analysant tour à tour les détails sémiologiques permettant de comprendre la pathogénie et l'évolutivité du décollement de rétine, les inconnus qui persistent et les répercussions de ces détails sur le résultat final. Cela me permettra de vous montrer qu'une stratégie non systématique, mais au contraire calquée sur la sémiologie, est, de façon statistiquement significative, bien meilleure pour le malade, tant sur le plan du pourcentage de guérison anatomique que sur le plan de la récupération fonctionnelle. Car les résultats de ma statistique personnelle sont meilleurs que ceux du Hardy Study. Cela est dû, à mon sens, à ce que j'ai appris mon ophtalmologie à l'école de Mireille Bonnet, qui était une école de sémiologie. J'ai continué cette recherche des signes cliniques et, comme j'ai toujours été intéressé par les lois physiques et de la dynamique des fluides, j'ai développé des techniques chirurgicales indépendamment des tendances internationales pour mieux coller aux exigences sémiologiques du décollement. C'est pourquoi j'aurai l'immodestie de vous présenter aussi comment on peut améliorer encore ces résultats en optimisant ces techniques de drainage, de rétinopexie, de tamponnement, d'indentation ou de vitrectomie. Mais attention, ce n'est pas un parcours simple et paisible que je vous propose de faire. Cette philosophie est exigeante. Vous serez en proie au doute, surtout au début, lorsque vous ferez une petite intentation de 20 degrés pour un décollement total, ou lorsque vous parlerez du caractère plus ou moins actif d'une traction vitienne, en étant face à l'incompréhension de tous les utilisateurs de l'ophtalmoscopie indirecte. Mais vous aurez ce sentiment de compréhension de la pathologie. Et enfin, cerise sur le gâteau, vous partagerez avec moi des statistiques comme celle-ci, où sur 2300 décollements de stade A, le nombre d'échecs ou d'injections de silicone était inférieur à 1,5% et le taux de récupération visuelle égal à 83% de l'acuité présente avant le décollement. Ça ne vous rendra pas plus riche, mais probablement plus heureux.